Suivez C'est Midi avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI1, merci d'être toujours fidèle à votre magazine de la mi-journée, merci d'être fidèle à C'est Midi. Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence, elle va durer environ 52 minutes et nous espérons vous apporter des informations utiles car aujourd'hui, le témoignage que nous aurons est un témoignage rare, une parole forte qui sera donnée sur un sujet qui est encore malheureusement tabou. Notre invité du jour a été victime d'abus sexuels alors qu'il n'était qu'un enfant. Et aujourd'hui, il combat, parce que c'est un véritable combat qu'il mène tous les jours pour se reconstruire, même s'il souffre encore des séquelles de ces différents traumatismes. Nous en parlerons avec lui, bien évidemment. Restez bien sur RTI1, restez bien sur C'est Midi, car le témoignage qu'il donnera aujourd'hui est tellement fort qu'il vous servira, parce que nous avons tous des enfants dans notre entourage, et il est question d'être très vigilant, très vigilant. Docteur Philo, bonjour. Bonjour Eva, c'est bon, c'est un témoignage qui va servir, c'est un témoignage qui va quand même donner des idées aux uns aux autres. Et puis voilà pourquoi j'adore ces midis, voilà pourquoi je suis là. Parfois on me dit va, je dis non, je vais rester, mais je voudrais profiter. Je voudrais profiter pour saluer tous ceux qui travaillent avec nous. C'est vrai que les sujets sont là, les bons sujets, nous divertissons, nous éduquons, nous informons. Mais tout à l'heure, je suis monté, il y a une équipe là-haut. Franchement, il y a des gens qu'on ne voit pas et qui bossent dur sur cette émission. Vous arrivez, ils ont tous les boutons, tout ce qui est... Franchement, la réalisation, Ibrahim Fofana et toute son équipe, Chef Kouadou, Florence, Noura, je viens de là-bas comme ça, c'est pas que je suis cité. Il faut saluer toute cette grosse équipe. C'est vrai que nous, on a l'antenne, mais il y a des gens qui travaillent pour nous et puis bon, voilà. Qui travaillent avec nous. Mais franchement, qui travaillent avec nous, pas pour nous. À partir d'aujourd'hui, oui. je les respecte. D'accord. C'est un bon début. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Philo. Bonjour, Laurent Monti. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Eva, ça va bien et j'en profite pour dire que vous êtes magnifiquement... Oh, merci beaucoup. Et merci à Didi Morphée qui m'habille aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces couleurs chatoyantes. Le sujet du jour est vraiment primordial, même j'ai envie de dire, parce que comme vous l'avez dit Eva, effectivement, on a des enfants, on a des neveux, des nièces, et il y a tellement de choses qui se passent qui pourraient échapper à notre vigilance, et c'est bien de pouvoir poser ce débat-là sur Ces Midis et en parler en long, en large et en travers. Exactement. Bonjour Moya Kwakoukan. Bonjour Eva. Alors, comment ça va aujourd'hui? Oui, plutôt bien. Très contente de voir que l'émission d'hier a fait énormément réagir et s'inscrit vraiment dans l'actualité. Je pense que c'est aussi la force de Ces Midis d'être une émission de divertissement, mais être une émission qui est aussi résolument dans l'actualité. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu voir les footballeuses féminines parler de leurs conditions de vie hier, il faut aller sur YouTube et regarder l'émission. Exactement. Et Ces Midis, c'est l'émission qui joint donc l'utile à l'agréable. Merci d'ailleurs. C'est bien de le préciser, d'avoir été aussi nombreux à réagir parce que le sujet a énormément fait parler. L'émission était en tendance toute la journée et les Ivoiriens étaient vraiment ébahis de découvrir les conditions précaires de nos footballeuses qui hissent le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc l'émission encore disponible en replay. Alors, Docteur Philo, on court vers le fil d'actu. Oui, c'est une rubrique qui est beaucoup suivie également. Donc... C'est parti, 3 sujets aujourd'hui. Fil d'actu. Écoutez, après la CAN, après la CAN, et selon des informations de sources non concordantes, ce sont environ 200 ressortissants de la sous-région qui seraient à la recherche de tuteurs à Makono, dans la région du Béré. Et donc, ces individus de diverses nationalités fuiraient la crise dans leurs pays respectifs. Ainsi, donc, les autorités locales ont été saisies et sont à pied d'œuvre afin de mettre le tabernacle sur cette situation. Et selon les dernières nouvelles, le village de Mouessola serait aussi victime de ce grand mouvement de ressortissants étrangers de pays voisins dans notre pays, comme pour dire la Côte d'Ivoire. C'est
le pays le plus doux au monde. Ce n'est plus un secret des polycliniques Chinel. Faye MS, l'architecte du miracle ivoirien de tous les temps, a été maintenu sélectionneur de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par M. Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, lors de la présentation du trophée à un sponsor. Cependant, soulignons que la durée du contrat n'a pas été précisée, mais le salaire serait la somme de... Aidez-moi. On me dit qu'on ne dit pas ça. Une note d'économie. Voilà, l'image est déjà affichée. L'image est là, affaire de caisse challenge. Vous voyez un peu sur les réseaux sociaux à Abidjan. Il est fréquent, même très récurrent de voir des personnes se plaindre des actes lugubres de cette caisse. Vous y mettez votre argent et au final, c'est des feuilles que vous récoltez. En tout cas, les veillées de pleurs se multiplient partout à Abidjan ces temps-ci. Alors, vigilance, vigilance. Les seules personnes qui sont épargnées de cette situation de caisse à challenge sont les vieux baoulés qui, eux, cachent leur argent sous les Canaries. On se retrouve demain. Merci. Merci, Dr. Silo. Alors oui, pour revenir brièvement sur le fil d'actu, effectivement, cette histoire de caisse challenge fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, fait couler énormément de larmes, parce que pour bien comprendre, pour bien comprendre, la caisse en fait ferait disparaître les billets d'argent. On ne sait par quelle magie, on ne sait comment, mais en tout cas ceux qui ont déjà épargné dans cette caisse très spéciale disent sur les réseaux sociaux que leur argent est remplacé soit par des billets, soit par du néant. Donc on essaiera de creuser un peu plus sur le sujet. Pour l'heure, si vous permettez aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du salaire de Faye, mais on espère qu'il est payé au moins aussi bien que Gassé. On espère qu'il était payé à plus de 100 000 euros. Hein, Qui ça 10 millions. 70 millions. Alors, il le mérite. Hein. Pas mal. Au minimum, il le mérite. Mais évidemment. Faye là. Mais justement, on disait qu'on espère qu'il toucherait la même chose que Gassé, voire plus. Quand Gassé est venu, on a... On Son attend une salaire était conférence de sur presse. partout. On attend peut-être une conférence de presse Et le plus contrat officielle même, pour avoir tout ça. Alors, on suit bien sûr l'actualité de très près pour vous et on espère avoir des nouvelles à vous annoncer très prochainement. On vous l'a dit, aujourd'hui, on va recueillir une parole rare sur ce plateau. C'est un témoignage qu'on n'entend pas souvent parce que bien souvent, et à tort, les victimes se sentent honteuses. Mais nous avons décidé d'accompagner ce mouvement qui dit que la peur et la honte doivent changer de camp. Exact. Ce n'est pas aux victimes d'avoir honte, c'est aux agresseurs. On recevra donc notre témoin dans un instant. Juste avant, on va vous annoncer l'invitée qui buzz. Elle est juriste, chargée de programme au BICE. C'est une ONG, elle nous en parlera, qui lutte pour les droits des enfants. Madame Julie Edoukou est sur le plateau de ce midi. André Julie, épouse Edoukou, bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le micro juste à côté, voilà, qu'on vous entend. Ah, vous avez déjà un micro, pardon, vous avez déjà un micro, parfait. Alors, je l'ai dit, vous êtes juriste, chargée de programme et coordinatrice du Centre Sauvetage pour les enfants victimes d'abus à l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Oui, c'est exact. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on parlera avec vous, bien évidemment, du témoignage de notre invité principal. Vous avez à disposition un buzzer que vous pourrez activer 3 fois au cours de l'émission pour faire entendre votre voix. Et cette voix va durer à chaque intervention 1 minute. Merci. C'est bon pour le principe? Ok, ça va. Parfait. Alors, on va accueillir à présent notre invité. Je l'ai dit, il faut énormément de courage pour venir sur un plateau de télévision, devant un public, mais également devant des millions de téléspectateurs, parce que C'est Midi est une émission à forte audience, pour parler de cette histoire forte, une histoire intime, je dirais même intimiste. Alors, il a rencontré le chemin de 3 prédateurs différents, alors qu'il était enfant. La première fois, il n'avait que 8 ans. Il nous en dira davantage. Aujourd'hui, il a encore des séquelles. Et malgré ces traumatismes, c'est un garçon brillant. Il est écrivain, auteur donc de plusieurs ouvrages dont on parlera également, et qui a décidé de se battre pour la libération de la parole, car c'est par là que tout commence. On accueille sur le plateau, avec les ovations qu'il mérite et que mérite son courage, Monsieur Jean-Patrick Kakou. Jean-Patrick Kakou, bonjour. Bonjour Eva.
Merci d'être sur le plateau de C'est Midi. Donc, vous êtes âgé de 33 ans, vous êtes écrivain, graphiste. Les deux derniers ouvrages, on dira, sont ceux-là qu'on va présenter dans un instant. Vous avez une histoire forte à nous raconter, une histoire qui vous touche au plus profond de vous. Ce sera dans un instant, juste après cet élément rédigé par Adi Raymond et rendu par Espérance Kouakou. Dénoncer, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on subit une agression sexuelle en tant que mineur. En Côte d'Ivoire, sur 5405 cas de violence basés sur le genre recensés en 2020, 77% ont été commis sur des mineurs de moins de 18 ans et 64% sur des moins de 15 ans. Jean-Patrick Kakou, que C'est Midi reçoit aujourd'hui, fait partie de ces nombreuses victimes vulnérables qui souffre en silence. Enfant, il est soumis à des assauts répétés d'un prédateur sexuel complètement insouciant. Des répercussions que ces méfaits peuvent entraîner sur son innocente victime. La malencontreuse expérience se reproduit dans son adolescence, ce qui lui laisse un traumatisme difficile à surmonter dans son évolution. Avec Eva Amani et ses chroniqueurs, la question de la lutte contre les abus sexuels sur mineurs est au cœur du débat de ce numéro de C'est Midi. Place au témoignage. Là, ce témoignage, évidemment. Alors, monsieur Jean-Patrick Kakou, on l'a dit, vous avez été victime dans votre enfance de violences, d'abus sexuels. Votre vie commence tout à fait normalement dans une famille aimante, entourée de vos parents, de vos proches. Et à l'âge de 8 ans, vous êtes abusé pour la première fois. Oui. Alors, à l'âge de 8 ans, j'avais développé une nouvelle passion pour la natation. Donc, j'étais inscrit au Rotary Club de Boaké. Je partais régulièrement à la piscine et un jour, il y a eu une noyade. Donc, l'espace était fermé au public. Du coup, j'ai découvert un endroit qu'on appelle le Pont Cassé. C'était un étang, voilà, derrière la scierie de Boaké. Donc, avec mes amis, nous avions l'habitude d'aller là-bas pour aller nager et tout. Mais il y avait un jeune homme là-bas, du nom de Eric, qui faisait un peu la loi. C'est lui qui prenait l'argent avec les gens qui venaient nager et tout. Donc, on a eu une relation un peu bizarre. C'était comme un grand frère. Donc, quand je partais, je ne payais jamais. D'accord. Il avait quel âge environ? Je lui donne... je peux dire qu'il avait entre 15 et 17 ans. Donc un adolescent? Je ne saurais pas dire exactement. Un adolescent? Un adolescent. Vous aviez 8 ans? Oui, j'avais 8 ans. Et pendant qu'il m'apprenait à nager, quand on était dans l'eau, il avait des gestes qui me dérangeaient. Des gestes déplacés? Oui, des gestes déplacés. Il me touchait un peu trop. C'était bizarre. Donc... je gardais le silence. Pour un enfant, tu ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. Donc pour moi, c'était juste, voilà, il est en train de m'apprendre à nager, quoi. Et un jour, juste non loin de là où on nageait, il y avait des manguiers. On appelait là-bas les 1000 manguiers. Donc il m'a demandé de l'accompagner pour qu'on aille cueillir des mangues. On arrive dans le champ en question. Il y avait des rochers, je me souviens très bien. Et il me fait asseoir sur le rocher, il s'éloigne un peu et il m'observe. Après, il s'est rapproché de moi et il m'a décaloté. Il m'a regardé un moment, il m'a dit, « Tu es trop mince. Il faut être comme Tido. Tido, si tu me vois, je suis toujours en vie. » C'était avant la guerre. Et voilà. Quand il a fini de cette remarque, je me suis sentie... C'était... Je ne sais pas, il a eu une emprise immédiate sur moi. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Et il s'est approché de moi. Il m'a demandé de prendre ma main, de la poser sur sa verge. Ce que j'ai refusé. J'ai couru, je suis partie à l'eau. Dans un premier temps, c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est revus plusieurs fois à la piscine, jusqu'à ce qu'un jour, il m'entraîne à nouveau dans le même endroit. Et cette fois... il vous a demandé de passer à des actes buccaux, on va dire ça comme ça, d'accord, sur sa personne. À la suite de cela, il m'a retourné, il m'a décaloté encore et il a accompli sa sale besogne. Il a abusé de vous. Voilà. On rappelle que je tiens à préciser, s'il vous plaît, je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu...
je ne peux pas dire qu'il y a eu un acte sexuel vu qu'on était truc, mais je ne sais pas quel terme employer, mais il n'y a pas eu de... C'était pas long. J'ai ressenti une douleur intense, donc je me suis enfui immédiatement. D'accord. Voilà. Et quand vous vous enfuyez, vous rentrez chez vous. Oui, je rentre chez moi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, je vais le dénoncer, je vais dire ce que je viens de subir? Oui, il a dit à mon... Le premier réflexe, c'est je vais dire à mon... Voilà, c'était ça. Et malheureusement, heureusement, je suis née dans une famille très aimante. Mais j'étais très bandit. Donc, je partais toujours dans les endroits où on m'interdisait de partir. Le pont cassé en étant un. Et il y a une punition qui m'attendait à la maison, ce que je ne savais pas. Et par coïncidence, dès que je suis rentrée, voilà, il y avait, vous savez, la correction africaine. La chicotte. Voilà, la chicotte. Et je me suis renfermée un peu, en fait. Alors, en fait, pour bien comprendre, à ce moment-là, quand vous arrivez à la maison avec l'intention de dénoncer ce qui vient de vous arriver, oui. Vous avez désobéi parce que vous n'aviez pas le droit d'aller nager au pont cassé. Je n'avais pas le droit de sécher les cours pour aller nager. Pour aller nager. Et donc, quand vous arrivez, coïncidence malheureuse, ce jour-là, on se rend compte que vous avez séché les cours. Donc, on vous accueille tout de suite avec la chicotte sans se douter de l'abus que vous venez de subir. Donc, du coup, les coups que vous recevez vous bloquent et vous empêchent de dire ce que vous avez subi. Oui, mais même au-delà, après ça, j'avais encore l'occasion de dire, mais vu que je suis un peu, comme on appelle les bébés gâtés, vous voyez. Donc, pour me punir, la technique de mes frères, de mes sœurs, c'était de me bouder. D'accord. Voilà, donc ce n'était pas la chicotte qui m'a fait tenir le silence, c'était le fait que tout le monde me boudait un peu. En même temps, ils ne savaient pas. Mais après, je n'ai pas eu le courage de le dire. En fait. D'accord. Voilà. Et après ce premier abus, est-ce que vous retournez au pont cassé? Je retourne au pont cassé avec des amis uniquement. Je ne vais plus seul comme je le faisais avant. D'accord. Et votre abus? Bon, je ne saurais dire exactement. Après que ça soit passé, oui. Non, je suis tombée malade après. Je suis tombée malade après son premier essai. Et après ma guérison, tant qu'il y a l'eau quelque part, moi, épaté. Et personne ne s'est rendu compte de rien? Personne ne s'est rendu compte de rien. Et il y a ma mère qui malheureusement n'est pas avec nous, si sinon elle pourrait témoigner. Je me suis levée moi seule. Elle en parle souvent, mais elle ne connaît pas la raison. Je me suis levée moi seule, je me suis rendue à la clinique Kakou. On ne va pas citer de... Ah, pardon. D'accord. La clinique n'existe plus, ce nom n'existe plus. Voilà. Donc je me suis rendue à la clinique et je connais une dame là-bas, une amie de ma maman. Je lui ai dit que je suis malade. Comme maman au travail, je suis venue tout seul. Et je me suis fait hospitaliser. Je suis rentrée à la maison. À 8 ans? À 8 ans. Et ils ont appelé mes parents après. Mes parents sont venus et tout. C'était un peu une anecdote. Il s'est levé seul, il est parti à l'hôpital. Mais je ne sais pas pourquoi le médecin n'a jamais su. Alors, donc les médecins, vous avez été hospitalisé après cet abus, mais les médecins n'ont rien soupçonné, personne ne s'est rendu compte de rien. Personne ne s'est rendu compte. Mais vous vous souvenez ce qu'on vous avait diagnostiqué justement à l'hôpital à ce moment-là? Non, malheureusement. D'accord. Alors, l'abuseur, on va pas citer son prénom ni son nom. Alors, cet abuseur-là, est-ce que vous avez encore, vous le revoyez ou puisque vous n'allez plus au pont cassé, vous n'avez plus de contact avec lui? Non, il y a eu un temps la crise de 2002, donc on s'est tous perdus de vue. D'accord. Alors, la seconde fois que vous êtes malheureusement encore abusé, c'est par un membre éloigné de la famille. Ouais. Alors, là, vous avez 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. Excusez-moi. Après la guerre, on était tous à Abidjan. Et ma mère avait été affectée, ma tante. Elle était à Dabou. Donc nous, on était avec elle, c'est à Dabou qu'on était. Et pendant les vacances, j'aimais bien aller à Bongwanou, c'est mon village. J'ai un cousin qui a le même âge que moi. Nos noms sont similaires, donc on était beaucoup ensemble. Donc je partais au village très souvent. Et il y avait cet oncle, bon, c'est un membre éloigné de la famille, mais on avait une relation un peu fusionnelle, donc c'était mon tonton, quoi. Et nous sommes partis au champ, le champ de mon grand-père, le champ de cacao. Moi, je partais m'asseoir pour regarder les gens travailler. Donc, je passais mon temps à cueillir des noix. Et à un moment, j'ai voulu chercher les fruits de passion. Il a proposé de m'accompagner. Et nous sommes allés un peu loin dans le champ. Et là, il a pris ma main.
Et il l'a posé sur, Sa partie, voilà, sur sa partie génitale. Voilà. Et dans mon esprit, dans ma tête, j'ai dit, d'abord il faut dire que j'étais petit, mais j'étais très éveillé dans la tête. Donc j'ai dit, encore, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et il prenait ma main, c'était comme si, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser le terme, mais... Enfin, on va éviter d'avoir, parce qu'on est voilà. éviter Il prenait des ma main pour tenter de se donner du plaisir, on va dire ça comme ça. Et j'ai dit tout de suite que j'allais partir, dire à mes parents. Et ce qu'il m'a dit, c'est tu veux revoir ton père? Mon père, il était décédé. Il m'a dit, il n'y avait pas très longtemps. Il m'a dit, tu veux revoir ton père? J'ai dit oui. Il dit, si tu gardes le secret, tu vas le revoir. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit. Donc la manipulation mentale commence là. Ouais. Et à un moment quand même, j'ai été à l'enterrement de mon père, j'étais couché à côté de lui. Donc je n'avais pas vraiment conscience de ce que c'était que la mort, mais je savais que c'était fini, quoi. Et là, je décide quand même d'aller dire. Et c'est là qu'il va commencer à me menacer en me disant que si je vais dire quelque chose, sachant que j'étais très têtu, franchement. Maman, pardon. J'étais très têtu. Du coup, on me faisait tout le temps des reproches. Donc, il prenait ça, il me disait qu'il allait rebondir dessus. Et de toute façon, c'est moi qui suis la personne la plus indexée de la famille. Donc, personne n'allait me croire, en fait. D'accord. Donc, il a utilisé ces deux arguments et il a accompli sa sale besogne la première fois avec ma main. D'accord. D'accord. Et la deuxième fois, j'étais couché dans la chambre de mon grand-père. J'avais quitté Bongouanou pour mon village, Membroukro, à 1 kilomètre de là. Et j'étais couché dans la chambre de mon grand-père. Je décide d'aller dans la douche. Il rentre dans la douche avec moi. Il ferme la porte. Je veux sortir. Et tu sors, tu vas où? Il dit non, comme tu es venu, je vais sortir. Il dit non, il faut rester. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu violent. D'accord. Assez violent, voilà. Vous avez été violenté ce jour. Voilà. Oui. Oui, j'aimerais réagir un peu sur les événements malheureux qu'a commis notre frère. C'est pour insister un peu plus sur le rôle des parents. Parce que les enfants, malheureusement, quand ils sont plus petits, lorsqu'ils racontent des histoires, on a l'impression que tout est faux. Or, si on avait l'habitude, en tant que parents, de déjà expliquer la sexualité à nos enfants, de leur parler du corps humain, le rôle, et que le corps est sacré, lorsqu'ils ont des situations pareilles, les enfants viennent immédiatement en parler aux parents. Voilà. Mais une fois qu'on ne le fait pas, on n'a pas cette intimité, tout est tabou chez nous concernant la sexualité. L'enfant, une fois qu'il est victime de ce genre d'attouchement-là, automatiquement, il a peur. Et puis, remarquons que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont dans l'environnement de l'enfant proche, dont les membres de la famille, les voisins. Ce sont des personnes qu'il connaît. Donc, il est difficile pour le parent de comprendre que de telles personnes puissent avoir ce genre de réaction-là. Donc, on conseille aux parents de parler de la sexualité à leur enfant, de leur donner ces informations pour se prémunir. 1 minute. C'est très important. Alors, Jean-Patrick Kakou, on revient au déroulé de l'histoire. Donc, pour cette fois, vous êtes donc dans la douche, dans la chambre de votre grand-père, et vous êtes encore une fois victime. Oui, pour la deuxième fois. Ça, c'était à quel âge? Parce que l'autre... À 10 ans. 10 ans encore? Là, c'était à 10 ans, oui. D'accord. C'est dans la même période, 10-11 ans. En fait, je me souviens de ce qui s'est passé. Je sais la période à peu près à laquelle c'est passé, mais je peux me tromper peut-être de quelques mois, bien de 1 an. Donc, à ce moment-là, dans ma tête, je culpabilisais, en fait. Je me disais que j'avais sûrement dû faire quelque chose, mais il y avait quelque chose en moi qui attirait cette punition-là. D'accord. Alors, on va parler dans un instant bien évidemment, la suite de cette histoire. Vous êtes encore victime d'abus. Et comment vous reconstruisez? Comment vous surmontez tout ça? Comment je surmonte? Je crois que ça vient naturellement. C'est comme, je pourrais dire un mécanisme de défense naturel. J'oublie un peu, en fait. À un moment, c'est comme s'il ne s'est rien passé. C'est comme ça, c'est tout.
D'accord. Continue ma vie. Et en temps, ça a créé des complexes, surtout la première fois. Donc j'ai arrêté la natation. D'accord. Je ne partais plus à la piscine. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune personne qui pourrait me dire aujourd'hui qu'elle m'a déjà vu torse nu. D'accord. Voilà, donc ça fait que j'ai stoppé cette activité. Donc en temps, je me suis intéressée à la danse avec des émissions de vacances telles que Ozo et tout. Donc c'était un peu mon tremplin. Donc vous avez décidé d'extérioriser par l'art, par notamment l'écriture. Vous êtes auteur de 5 romans. Oui. Vous écrivez beaucoup. Oui. Beaucoup, ça vous permet de vous épancher et de vous... Enfin, c'est souvent comme une thérapie, hein, qui vous permet de vous soigner et puis de soigner vos mots également. Mots O-O-T et mots M-A-U-X. Alors, on va parler donc de... Aquaba, par exemple, le premier ouvrage que nous présentons aujourd'hui, c'était un ouvrage que vous avez fait en prélude donc à la Cannes, où vous présentez la Côte d'Ivoire dans un panorama très chatoyant. Vous parlez des villes de la Côte d'Ivoire, vous parlez donc de la nourriture, vous parlez d'énormément de choses. Oui. Des influenceurs, de tout ce qui fait la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je me suis détaché un peu de notre passé colonial et je voulais laisser quelque chose pour qu'une personne de peut-être 2100 qui touche à ce livre soit connectée à l'énergie qu'on a aujourd'hui. C'était le but de ce livre. C'était le but de cet ouvrage-là. Et pour celui-là, par exemple, vous êtes en auto-édition. Je suis en auto-édition. Ouais, bon, j'ai envoyé le manuscrit à plusieurs éditeurs. Malheureusement, je n'ai pas eu de suite. Donc, j'ai décidé d'y aller tout seul avec le soutien de ma famille. Merci les cacos. Et voilà, il est en vente à Sofitel, Hôtel Ivoire. D'accord, on va éviter encore de faire de la publicité, de citer des... Voilà, mais en tout cas, il est disponible à Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Alors justement, votre famille aujourd'hui, comment elle réagit à tout ce que vous réussissez à accomplir? Parce qu'on l'a dit, vous êtes graphiste, vous êtes également écrivain. Ouais. Ma famille me soutient beaucoup parce que au début, ce n'était pas facile parce que j'avais choisi un métier qu'ils n'acceptaient pas forcément. C'était la danse. Et finalement, c'est eux qui m'ont payé les études. Mais après, j'ai eu un accident. Voilà, donc ils m'ont aidé dans ma reconstruction. Et... Alors, on va parler donc de cet accident-là qui est le déclic pour vous, hein, parce que c'est un accident de circulation qui est quand même assez important et qui vous laisse des séquelles. Oui. Vous étiez dans un... J'étais dans un véhicule, une personnelle. D'accord. Et nous avons eu 2 accidents. On a été percutés par 2 voitures. Moi, je me suis réveillée à l'hôpital. Je n'ai pas grand souvenir de ce qui s'est passé. Mais je savais juste que quand je me suis levée, ma jambe était un côté là-bas. Voilà. À la suite de ça, je me suis fait opérer. Et ça allait. Après 1 an, j'ai mal à la jambe gauche. On fait des analyses, on voit que j'ai une ostéonécrose en stade 4. Donc je me fais opérer une 2e fois, puis une 3e fois. Et l'accident a eu lieu en 2019. J'ai recommencé à marcher il y a à peine 5 mois. Sans assistance. À peine 6 mois. 5 mois. 5 mois. Ouais, et c'est en 2019 et aujourd'hui que j'ai fait sortir les 5. Le temps de votre convalescence, vous avez mis tout ça à profit pour coucher sur donc, papier les différentes étapes et les différents traumatismes que vous avez surmontés. Parce qu'il faut le dire quand même, vous êtes un survivant, vous êtes un guerrier, vous êtes quelqu'un qui a un mental d'acier. Vous ne lâchez rien, vous continuez toujours malgré chaque fois. Donc même l'accident, etc., ça vous permet de rebondir parce que vous ne vous arrêtez pas sur ces traumatismes-là. À chaque fois, ça vous sert de levier, ça vous sert de moteur pour aller de l'avant. Et c'est ça le sens de la résilience. Hein. Et même concernant cette histoire de thérapie, comment est-ce qu'il est arrivé quand même à s'en sortir de cette situation? Je m'attendais un peu à un livre sur ce que vous avez traversé quand même dans l'enfance. Bon, Aquaba, c'est pas mauvais, mais... D'accord, on en reparlera juste après la pub. Hein. Il est temps de aller à la pub. SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Merci d'être connecté. Merci à M. Jean-Patrick Akou qui est notre invité du jour.
Merci également à Julie Edoukou, qui est notre invitée qui buzz et qui a des informations très factuelles et très intéressantes pour nous. Alors, on va ouvrir tout de suite le débat. Alors, je ne pense même pas que ce soit un débat parce qu'il n'y a pas d'avis contradictoire à avoir. On va mener la discussion parce que c'est un fléau. Et contre lequel il faut tous lutter. Donc ce sera donc violence et abus sexuels sur mineurs, luttons ensemble. Mais bien avant, j'aimerais remercier, puisqu'on en est là, remercier notre public présent aujourd'hui. Ils nous viennent de l'université Ephrata, située à Faya, route de la cité Cyr, à 600 mètres du Nouveau Goudron. Alors, en prélude à la journée de la femme, d'ailleurs, c'est le 8 mars prochain, bien évidemment, l'université organise une conférence débat dont le thème est « Égalité des sexes, mythe ou réalité ». Alors, très beau thème en précision. Vous invitez les élèves des lycées Mamie Fettel, lycée garçon et lycée moderne samedi 8 mars avec la Fondation Bloom, c'est bien ça. Et le responsable de l'université Ephrata, à qui on va faire un coucou, c'est M. Henri Rocher-Patience. Merci beaucoup et merci à vous. Alors, on va passer, donc, je l'ai dit, à notre discussion. Luttons ensemble, abus sexuels sur mineurs. Alors, la première chose, c'est libérer la parole. Et on le dit, les enfants sont tellement faciles à manipuler, tellement faciles à menacer, parce qu'un enfant, il croit d'emblée ce qu'un adulte lui dit. Et donc, quand on demande à un enfant de garder le secret, déjà, moi, je le dis toujours, il n'y a que les mauvaises personnes qui ont des secrets avec des enfants. Voilà, on ne garde pas de secret avec des enfants, tout simplement. Alors, quand on dit à un enfant, ne dis pas ceci, ne dis pas cela, l'enfant a tendance à le croire. Alors, la première chose, c'est le dialogue entre les parents et les enfants pour leur dire que vous pouvez absolument tout me dire. C'est ça le premier pas. Exactement, Eva. C'est déjà vraiment merci d'être là sur le plateau et de prendre la parole. Parce que je pense qu'au-delà de vous, vous pensez vraiment à tous ces enfants-là à qui l'enfance a été gâchée et volée, l'innocence a été totalement bafouée. Et moi, je pense effectivement que le premier pas, c'est de parler. Mais l'enfant ne peut pas parler s'il n'a pas eu l'habitude d'avoir un dialogue avec ses parents. Comme le disait tout à l'heure Mme Edoukou, il faut vraiment inciter les parents à parler avec leurs enfants, à établir ce rapport de confiance-là, où l'enfant peut venir vous dire ce qui se passe. Et moi, je pense effectivement qu'au-delà de l'enfant, le premier pas, c'est de pouvoir prendre la parole. Et aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir pas mal d'ONG qui accompagnent les victimes de violences sexuelles, adultes, enfants, etc. Mais c'est vrai que pour l'enfant, c'est beaucoup plus difficile s'il n'a pas eu cette habitude-là de pouvoir parler avec ses parents. Exactement. Moya? Je pense que pour les enfants, le monde est très grand. Quand on a des yeux d'enfant, tout est très important, très grand. Et d'un certain aspect, un enfant, il est forcément dépendant de son entourage. Un enfant, il ne peut pas se nourrir tout seul, il ne peut pas aller à l'école tout seul. Donc évidemment, les adultes, vous l'avez dit, avec même ce jeune homme que vous ne connaissiez pas, bah, en fait, ils ont forcément une emprise très importante sur les enfants. On parle de la parole, mais je pense qu'il y a aussi tout le langage, je dirais, paraverbal. Parce qu'un enfant, à 2 ans, à 1 an, peut-être qu'il ne parle pas, mais dans sa manière d'agir, on peut sentir qu'il y a quelque chose de différent et qu'un traumatisme, peut-être, s'est déroulé. On va avoir des enfants qui sont très vifs, très heureux, qui vont soudainement devenir des enfants très timides. Donc, c'est quand même un indicateur qui est important. Pour ça, il faut connaître ces enfants, il faut passer du temps avec eux. Il faut surtout encourager les enfants à parler parce que souvent, on a tendance à dire à l'enfant, tu es trop papato, tu parles trop, tu dis... Alors forcément, quand on dit ça à un enfant, il a peur de répéter ce qui lui est arrivé. Alors il faut laisser les enfants s'exprimer, dire ce qu'ils ont vu, dire ce qu'ils ont fait. Ça va permettre demain également de dire ce qu'ils peuvent également éventuellement subir. Donc laisser les enfants avoir vraiment toute leur liberté d'enfant parce qu'un enfant ne parle pas, comme on dit, un enfant ne ment pas. Un enfant ne ment pas, donc il faut vraiment, vraiment encourager. Est-ce que vous, à l'époque, vous n'avez pas eu le courage de le dire parce que vous veniez d'être puni? Vous l'avez dit beaucoup plus tard à vos parents. Comment votre parole a été accueillie? Franchement, avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Et puis, il y avait ce sentiment de culpabilité, mais qui finalement était partagé parce que moi aussi, étrangement, je me sentais coupable. Alors que j'étais la victime en fin de compte. Exactement. Voilà, donc ils ont réagi simplement, ils m'ont demandé ce que je voulais qu'on fasse et tout. Et on a trouvé ensemble la manière de réagir par rapport à tout ça. Et c'était quoi cette manière? Alors j'ai décidé, le premier d'abord, j'ai plus de ces nouvelles parce qu'à cause de la guerre. Le deuxième,
J'ai décidé de ne pas porter plainte. J'ai décidé de laisser comme ça. D'abord parce que c'était passé depuis longtemps et parce qu'il s'est réellement converti entre-temps. D'accord. Il s'est réellement converti. Donc, il s'est donné à une religion? Oui, au christianisme. Je connais la puissance du Christ, donc voilà. Voilà. Et la troisième personne est décédée, Dieu l'a rappelé. D'accord. Alors, on va revenir justement à ces règlements à l'amiable qui font beaucoup de dégâts parce qu'on le sait, dans les communautés, surtout rurales, de plus en plus en zone urbaine, quand il y a des enfants qui sont comme ça victimes d'abus et qu'ils ont le courage de le dénoncer, très souvent, on ne porte pas plainte. On règle ça entre griffes sous l'arbre à palabres, on règle ça de façon informelle. Et la victime, déjà, ne se sent pas protégée, elle ne se sent pas dans sa posture de victime. Ça favorise également d'autres abus parce que l'abuseur en question, se disant « je l'ai fait une première fois, je n'ai pas été puni, on ne m'a pas mis en prison, qu'est-ce qui m'empêche de le faire une seconde fois ?» Donc, il faut... Oui, allez-y. Je vous ai vu lever la main. Oui, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Le fait de régler toutes ces infractions-là à l'amiable, ça encourage l'auteur à perpétrer cela sur d'autres enfants encore. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que l'enfant, puisqu'il est mineur, ce sont les parents qui sont responsables, qui ont l'autorité parentale, ce sont eux qui prennent ces décisions à la place de l'enfant. Mais la loi a tellement bien fait les choses. Une fois qu'il atteint sa majorité, l'enfant peut aller maintenant porter plainte. Dans les 2 ans de sa majorité, il porte la plainte contre l'agresseur. Donc, c'est de déjà donner ces informations-là, faites beaucoup de sensibilisation pour que, même si ces parents qui passent leur temps à régler ce genre de crimes, de délits-là à l'amiable, puissent arrêter. Exactement. Alors, on rappelle d'ailleurs que c'est un crime puni par le Code pénal ivoirien en son article 354 d'une peine de prison allant de 5 à 20 ans. Et cela peut même aller jusqu'à la prison à vie dans certains cas, notamment lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans. Alors, c'est une circonstance aggravante. La première chose, c'est de comprendre bien que vous n'êtes pas coupable, absolument pas, parce que la culpabilité empêche de parler. La culpabilité, on se dit, mais pourquoi j'y étais, pourquoi ça m'arrive à moi, peut-être que... Alors qu'il faut absolument comprendre que la honte doit venir du côté de l'abuseur et pas du tout du côté de la victime. Et pour revenir sur ces règlements à l'amiable, ils ont des conséquences dramatiques sur la façon dont l'enfant se perçoit lui-même. Il se perçoit, et d'ailleurs, on va parler du cerveau de l'enfant, et ce sera dans l'envers du décor tout de suite avec Moya Kwakoukan. Une fille sur 5 et un garçon sur 10 sont victimes de violences sexuelles avant leur majorité. Dans la plupart des cas répertoriés, ces victimes âgées entre 10 et 18 ans et vivant majoritairement en ville sont abusées par des hommes adultes. Ces abus sont généralement commis dans le cercle familial, social, religieux des enfants. Ils s'accompagnent souvent de chantage affectif, on l'a vu dans votre cas, M. Kakou, de menaces et de violences physiques qui laissent sur le long terme des dégâts importants sur la santé psychique de l'enfant. Donc aujourd'hui, dans cet envers du décor, on va s'intéresser à 3 conséquences qu'on oublie souvent. Alors la première, c'est ce qu'on appelle les troubles dissociatifs. Pour les besoins de compréhension de cette chronique, on va simplifier quelques termes de psychiatrie. Les troubles dissociatifs, c'est un terme parapluie qui englobe plusieurs réalités et symptômes. Suite à un traumatisme violent ou un stress intense, les victimes peuvent commencer à se détacher de leurs souvenirs, se détacher de leurs perceptions, de leurs pensées ou de leur entourage. C'est comme si la personne n'était plus présente dans sa vie et qu'elle devenait une sorte de fantôme ou d'ombre d'elle-même. Chez les enfants très vifs, je l'ai vaguement évoqué, des enfants très vifs qui adorent jouer, qui aiment le monde, on peut du jour au lendemain les voir être complètement amorphes, absents. D'accord. Alors, ces troubles ont des effets sur la mémoire, bien évidemment. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro HF rapidement pour Moya? On l'entendra mieux, je pense. Merci. On est en direct, bien évidemment, sur RTI 1. Alors, lorsqu'on vit un événement traumatique, une agression ou une catastrophe, l'esprit humain peut se figer et faire une pause. C'est ce qu'on appelle l'état de sidération. On devient alors incapable de réagir ou de bouger.
C'est un mécanisme de défense lors de l'agression et il n'est pas rare que la victime enterre complètement le souvenir du traumatisme et qu'il se passe même plusieurs années avant que celui-ci ressurgisse dans la mémoire de la personne sous forme de flashback. Il faut aussi dire que les parents qui n'accueillent pas la parole de leurs enfants et qui les culpabilisent vont donner à ces enfants-là, en tout cas, tendance à refouler encore plus les souvenirs de l'agression. Parce que oublier l'agression, c'est oublier ce qui fait mal et c'est oublier aussi ce qui met à mal aussi la situation familiale. Alors, les victimes peuvent également développer des addictions. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une corrélation entre les abus sexuels et la dépendance aux drogues. Certaines études montrent que les victimes sont parfois 10 fois plus susceptibles de tomber dans une addiction aux drogues dures que les personnes qui n'ont pas vécu ce type de traumatisme. L'alcool, les drogues ou la sexualité compulsive sont malheureusement souvent des moyens pour les victimes d'exorciser leur mal ou d'enterrer leur souffrance. Très bien. Alors, il faut libérer la parole, c'est le plus important, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Il y a des campagnes qui sont faites pour cela. Alors, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a un numéro vert qu'il ne faut pas hésiter à composer. Le 116, c'est un numéro vert et vous aurez forcément au bout de la ligne une oreille compatissante qui saura vous guider dans les différentes opérations, ou en tout cas les différentes choses que vous entreprendrez. On a également le Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. N'oubliez pas SOS violences sexuelles et Cœur à cœur contre les violences basées sur le genre. Alors, je le répète, vous pourrez les retrouver notamment sur les réseaux sociaux et avoir de l'aide. Donc, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant avec le numéro vert, le 116, le Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, SOS violences sexuelles et Cœur à cœur contre les violences basées sur le genre. À côté de cela, on a également des ONG, oui, comme celle dont vous faites partie, par exemple. On a l'ONG Alliance Côte d'Ivoire et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire également qui font énormément de choses, il faut le préciser, sans oublier la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et puis, vous allez parler également de votre ONG, c'est l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Alors là, je vous fais cadeau d'une minute. Okay. Allez-y. Oui, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire fait la promotion des droits des enfants. Donc, nous déroulons 3 programmes qui prend en charge les enfants vivant avec un handicap, donc l'handicap intellectuel, dont les enfants trisomiques autistes. Et on a un centre dans lequel ils viennent, ils sont scolarisés comme tout autre enfant. Ils passent la journée avec nous et le soir, ils rentrent en famille. On a aussi le programme Enfants sans barreaux. Malheureusement, nous avons des enfants qui commettent des infractions. Donc, au lieu qu'on puisse aller directement les mettre dans les centres de détention, ils sont dans les centres d'observation des mineurs. Donc, on va vers eux, on les prend en charge, on les aide dans la réinsertion pour qu'afin, lorsqu'ils sortent de ce milieu-là, ils puissent s'intégrer facilement dans la communauté. Enfin, le 3e programme dont je suis la responsable, c'est le programme Enfants victimes de violences et d'abus. Malheureusement, le sujet que nous déroulons actuellement, c'est ce que nous vivons au quotidien. Donc, nous avons un centre de transit pour mineurs victimes d'abus qui reçoit ce type d'enfants qui nous viennent de différentes structures étatiques, la police, la gendarmerie, le tribunal. Lorsque ces enfants sont confrontés à ce genre de situation, on nous les amène, on fait la prise en charge. Voilà, ils sont accueillis, il y a la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique aussi, parce que c'est tellement important avec le psychologue, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux, pour pouvoir aider les enfants et puis faire aussi les recherches de famille. Lorsqu'on retrouve les parents, faire la médiation, leur montrer les rudiments nécessaires pour pouvoir encadrer leurs enfants afin que les enfants ne soient plus victimes de ce genre d'abus-là. Très Donc, bien. voici et félicitations pour ce que Merci. vous faites. C'est admirable. Oui, Laurent. Oui, Eva, je voulais quand même juste rappeler que le viol n'est ni une infraction, ni un délit, c'est un crime. Et d'ailleurs, plusieurs pays à travers le monde appliquent la peine de mort pour toute personne qui est coupable de viol. De ces crimes-là. On peut parler par exemple du Maroc, l'Inde, l'Indonésie, qui appliquent vraiment la peine de mort. C'est vrai que c'est un sujet qui est sur la table. Quand on parle par exemple de règlement à l'amiable, certains pays considèrent qu'il faut aller plus loin pour vraiment enrayer ce fléau-là. Et puis, je veux quand même dire aussi qu'il y a quand même, lorsqu'on est victime de violences sexuelles notamment, il faut, comme on l'a
d'y parler, mais il faut aussi se faire établir un certificat médical, le cas échéant, pour pouvoir vraiment avoir toutes les preuves de son côté et puis porter plainte. Et je rappelle qu'il y a une circulaire du gouvernement qui date de 2016 qui rappelle que lorsqu'on porte plainte, on n'est pas obligé d'avoir sur soi directement un certificat médical. Mais c'est quand même important de le rappeler. Oui, très bien. Pour tout de suite établir médicalement, en tout cas, les faits, ça peut toujours aider dans la procédure. Et le message qu'on donnera le plus, en tout cas, dans cette émission, c'est dénoncer, dénoncer, dénoncer. Il faut parler. Et surtout, il faut punir. Et surtout punir, bien évidemment. Le premier pas, c'est la dénonciation. Je suis là, j'écoute, j'étais beaucoup ému avec son intervention et surtout... quand notre invité Buzzer parlait de communiquer avec les enfants, il faut parler, il faut communiquer avec les enfants, surtout que les enfants d'aujourd'hui qui grandissent vite, avec la nourriture qu'ils mangent aujourd'hui, les enfants grandissent vite, tu vois des enfants de 8 ans, on dirait 17 ans d'avant, vous voyez un peu. Donc du coup, il faut parler aux jeunes filles, il faut leur parler de sexualité, il faut lui dire voilà. C'est pourquoi je n'aime pas les histoires. Et là, on parle même de jeunes filles. Moi, je parle d'enfants. Voilà, moi, je pense que l'enfant, même, les jeunes filles. à partir même, non, enfin, à 2 ans, 3 ans, on n'est pas des enfants. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'enfant est capable de comprendre des choses, il faut déjà lui dire des choses basiques qu'il peut comprendre. C'est-à-dire, par exemple, ne laisse personne toucher à telle partie de ton corps, ne touche les parties de personnes. Comme ça, l'enfant, on n'a pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails, mais il comprend déjà, il a une idée générale, et si quelqu'un transgresse ces lois-là, il est capable de venir le dire à... Et les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents, ils comprennent les choses facilement, ils assimilent les choses facilement. C'est pourquoi je ne suis pas dans les histoires de tontons est venu, tontons qui prennent, des tontons qui viennent soit du village, puis prennent les jeunes filles, faut s'asseoir sur les jambes, faut s'asseoir sur pieds de tontons. Je n'aime pas, on ne fait pas ça sur moi. Moi non plus. Mais je veux dire, on part à la pub, on revient dans un instant. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établi par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, docteur Philo, vous disiez... Je parlais de punition, il faut punir, il faut dénoncer. Je ne sais pas, mais c'est mon souhait, ce que j'ai dit n'engage que moi. Et parfois, la punition, je veux qu'après la condamnation, qu'on aille jusqu'à la castration. Ça existe dans ces... Voilà. Non, c'est vrai que ça existe. Excusez-moi, c'est Madagascar, il faut les castrer. Oui. Voilà, c'est fort. Ça existe notamment à Madagascar. À Madagascar, on parle carrément à la castration de ces prédateurs. Si vous permettez rapidement. Il faut les castrer. En fait, c'est un fléau. On ne mesure pas l'ampleur de ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Ça bousille la vie des enfants. Il faut vraiment que les parents soient à l'écoute. Et pour rebondir sur ce que le monsieur a dit, par rapport à le fait d'établir un certificat médical, dans mon cas, par exemple, 10, 12 ans plus tard, tu vas partir à l'hôpital, ils ne vont rien voir. Donc, c'est un peu perdu d'avance. C'est juste ta parole contre la sienne. Vous comprenez? Donc, à toutes les personnes qui ont vécu ce cas-là dans l'enfance, qui ont oublié, après c'est remonté, pardon, ou bien qui n'ont pas eu le courage d'en parler, si vous ne voulez pas que ça gâche le reste de votre vie, trouvez de l'aide. C'est très important. Je vous assure, on ne peut jamais s'en remettre seul. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Souvent, tu te retrouves simplement avec... À partir de ce moment, à partir d'un certain âge, je ne pouvais plus dormir avec un homme dans la chambre. Même mes propres frères. D'accord. Vous comprenez? Tout à l'heure, excusez-moi, quand il me mettait le micro, j'ai senti ça un peu comme une agression. Vous comprenez? Le micro, en fait, vous ne supportez... Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est un traumatisme. En fait, vous ne supportez plus qu'un homme vous touche, en fait. Voilà. Voilà. Et bon, il y a des nuances. Je veux dire que il faut que tu aies une certaine affinité avec la personne, que tu sois dans certaines circonstances. Mais en règle générale, quand j'arrive dans un milieu que je ne connais pas quelqu'un, me mettre torse nu pour rentrer dans la piscine ou un truc comme ça, je ne peux pas. Ça gâche la vie des gens. Souvent, tu as des difficultés à t'identifier pour ta vie sexuelle, alors que c'est très important pour fonder une famille. Alors, justement, donc, du coup, vous avez du mal avec le toucher d'inconnus, en tout cas de personnes qui ne vous connaissent pas. Oui. Et je l'ai dit, vous êtes un survivant, un combattant, parce que vous luttez au jour le jour. C'est vraiment un combat de tous les jours. Et vous faites un pas après l'autre, un pas après l'autre. On a parlé longuement au bureau, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Mais vous posez chaque pierre l'une après l'autre, et c'est très, très, très appréciable et très
je veux dire, ça force l'admiration. Parce que vous avez, il y a des moments où vous avez été plus faible, ça arrive, où vous avez pensé à en finir. Mais aujourd'hui, vous avez envie de vivre. J'ai envie de vivre. Et je n'y serais pas arrivée sans le soutien de ma communauté religieuse et le soutien de ma famille. Ma famille, vraiment, je profite de ce plateau pour leur dire que je les aime tous et merci beaucoup. D'accord. On les aime également, on le fait un coup. Oui, Moya? Monsieur Kakou, est-ce que vous envisagez de faire une thérapie à un moment? Je crois que j'ai l'impression que je n'en ai pas besoin. Mais il y a des moments où ça refait surface et les répercussions sont physiques. J'ai eu un problème l'année passée où j'ai été admis à l'hôpital parce que je n'arrivais plus à respirer. C'est pour ça que j'avais un problème au niveau de la poitrine. Mais tous les examens étaient négatifs. Et c'est là que j'ai rencontré un psy. Voilà, donc je sais que j'en aurais besoin à la longue, mais pour l'instant, très bien. Ça va. Merci beaucoup. Alors, on est au terme de l'émission. On va vous laisser bien évidemment le dernier mot, hein, Monsieur Jean-Patrick Kakou, en rappelant que vous êtes auteur notamment donc, de ces ouvrages et de bien d'autres qu'on peut retrouver, qui sont vendus pour le moment en Europe francophone. C'est bien ça? C'est seulement le dernier qui est vendu en Côte d'Ivoire. Le dernier seulement en Côte d'Ivoire, celui-là et tous les autres en Europe francophone. Alors, on va prendre en 30 secondes votre conclusion. Comme conclusion, j'aimerais dire à tous les parents d'être à l'écoute de leurs enfants, à l'écoute de leur comportement et aussi de ce qu'ils disent. Parce que souvent, on n'a pas les mêmes codes de langage. Donc souvent, l'enfant peut vous dire ce qui se passe, mais si vous n'êtes pas attentif, vous ne verrez rien. Et une dernière chose, les histoires de quand on regarde nos villages et puis deux personnes s'embrassent, vous fermez les yeux des enfants. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Il faut qu'ils soient familiarisés avec tout ça pour mieux comprendre. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous demain sur la même antenne, vous savez, c'est RTI 1, pour la même émission, c'est midi. À demain.